90% de ces sociétés de la BITD sont des entreprises duales. Elles ont un pied dans le civil, un pied dans le militaire. Est-ce que tu penses que ce fonds va faire du bien au private equity en France? Avec un investissement de 500 euros, on peut se retrouver déjà avec des petits tickets dans 500 sociétés d'un côté. Il vaut mieux partir après un cycle de beau développement. Et là, on est dans un cycle. On est au début d'un cycle. On a globalement déjà collecté 400 millions auprès des particuliers. I'm cool, I'm making my own rules. Don't tell me what to do. Bienvenue dans Money Time, l'émission qui rend la finance actionnable. On va parler de défense, d'armement, de souveraineté européenne, des mots qu'on a plutôt l'habitude d'entendre quand on parle de budget, quand on parle d'État ou d'experts militaires. Aujourd'hui, on va se poser la question du point de vue de l'investisseur particulier, comment notre argent peut devenir un outil de souveraineté. Pour y répondre, on sera avec la BPI et un fonds d'investissement spécialisé en non-coté, défense, deep tech, souveraineté. C'est parti, c'est Money Time, on s'occupe de vous. On va se demander si notre argent peut devenir un outil de souveraineté et on va faire ça avec quelqu'un de bien placé. Il s'agit de Gorka de BPI France. Bonjour Gorka. Bonjour Lorraine. Gorka Gonzalez, tu es le directeur de l'investissement retail pour BPI France. On va parler vers les entreprises qui participent aux grands termes de souveraineté. La BPI a lancé un fonds sur lequel on va revenir, un fonds défense. Mais avant, j'aimerais te demander comment on casse le tabou, ce rapport à l'argent qui est aiguillé vers un effort de défense. Comment toi, tu appréhendes ce sujet en tant que banquier, en tant que banquier presque d'un pays? Comment vous et BPI France, vous abordez ce sujet sans tabou, de manière pragmatique? Et comment on fait pour en parler sans être gêné? Je pense que le premier élément, c'est plus un tabou. C'est plus un tabou. On a sondé les Français au printemps dernier. Et pour la plupart d'entre eux, ils sont favorables à la défense. Ils sont favorables à injecter plus de finances dans la défense. Ils sont même, et c'est assez surprenant, ils sont favorables à une idée de fonds d'investissement qui leur donne accès à la défense. Donc, ce n'est pas nous qui le disons, c'est les Français qui nous ont amené cette parole. Après, la défense est un secteur comme un autre secteur, c'est un secteur de souveraineté. Et il y a quelque chose qui est important, en tout cas dans nos démarches, c'est de donner accès aux Français qui le souhaitent, en pleine conscience, et qui souhaitent dédier une partie de leur argent à cette thématique qui est devenue essentielle. Souveraineté sans défense, on ne pourra pas parler des autres sujets dans un cadre d'histoire un peu dramatique. Donne-nous ta définition du thème défense. Qu'est-ce qu'on met dans défense? Alors nous, on a une définition très précise de la défense. Pour nous, la défense, c'est investir dans les PME, les ETI et les startups de la base industrielle et technologique de défense française. Donc on a pris le choix d'avoir une définition très précise, justement pour répondre à cette attente de vraiment flécher une partie de l'argent vers ces PME et ETI de la défense française. Ça veut dire quoi comme secteur? On passe de quoi à quoi? On passe de où à où? Fais-nous une cartographie un peu. Alors, comme on dit, la base industrielle et technologie de défense, la BITD, c'est une population d'entreprises qui est composée de 4500 entreprises. Pour te donner un peu l'exemple du profil robot, ce sont des PME entre 40 et 50 employés qui font entre 8 et 10 millions de chiffre d'affaires et qui font 20% de leur chiffre d'affaires à la défense. Ok. Donc, elles-mêmes sont duales, c'est-à-dire qu'elles vont travailler pour le civil principalement avec des débouchés dans la défense. Et c'est souvent des fournisseurs des grands industriels de défense, et les sociétés cotées, les Dassault, les Thales, les Safran, qu'on connaît très bien. Mais la défense est beaucoup plus large. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est une exposition à des PME, à des ETI, des régions, beaucoup plus large que les 9 donneurs d'ordre qui, eux, sont cotés, qui sont très connus, déjà connus grand public. Qui sont cotés sur la grande cote, on va dire. Exact. Est-ce que tu peux nous faire le portrait rapide de ce fonds défense? Moi, je suis investisseuse particulière. À quoi ça va ressembler si je veux acheter une part de ce fonds? Alors, premier élément, c'est un fonds et ce n'est pas un livret. Donc, qui dit fonds, c'est un fonds d'investissement avec un risque de perte en capital. Deuxième élément, nous, ce qu'on propose, c'est in fine, à l'issue de 5 ans, donner accès à un portefeuille de plus de 500 sociétés non cotées, notamment une partie qui seront, elles, des sociétés de la défense, de la base industrielle et technologique de défense. Ce n'est un fonds qui n'a pas de capital garanti. Ça veut dire qu'on met des billes, on peut les perdre. On peut perdre des billes. Et donc, c'est un fonds tout en exposant à du non-coté, thématique défense,
mais on a essayé d'activer tous les drivers de diversification, c'est-à-dire pour mitiger ce risque de perte en capital et in fine, au bout de 5 ans, d'avoir un portefeuille quand même très étoffé de 500 sociétés qui en partie vont être des sociétés à défense et en partie seront des sociétés d'autres secteurs, industrie, santé, ainsi de suite. Tu arrives à couvrir tout le scope entre de la PME, comme tu décrivais tout à l'heure, de 40, 50 salariés, jusqu'à des ETI avec 10 fois ou 20 fois plus de salariés. Et est-ce que tu arrives à faire travailler ou à représenter globalement tout le territoire français? Alors ça, c'est la beauté de la boîte à outils de BPI France. On a dans le fond, pour une part, la moitié du fonds sur une poche déployée par les équipes de BPI France, donc les équipes small cap qui sont en région. On a 50 investisseurs qui sont éparpillés, répartis dans toutes les régions, qui eux sourcent les deals, exécutent des deals, suivent leur participation dans ces, on va dire, dans ces PME. Donc ça, c'est la partie vraiment PME. Et ils vont mettre un ticket entre 500 000 euros et 7 millions. Ok. Après, on a une équipe mid-cap qui va faire des interventions entre 7 millions et 20 millions sur des entreprises un peu plus considérables en termes de chiffre d'affaires à l'employé. Et on a finalement l'équipe large-cap qui, elle, va faire des investissements dans les grandes ETI. Donc, on couvre vraiment ces 3 dimensions d'entreprise. Et en plus, dans le fonds, on investit 30 millions dans le fonds Innovation Défense, qui est un fonds lancé en 2021 pour l'Agence d'innovation de la défense, qui est gérée par BPI. Donc, on expose directement le particulier à ce fonds-là, qui est déjà constitué d'une 12aine d'entreprises. Et là, on parle de start-up. On parle, par exemple, de Pascal, qui est un leader français européen du monde du quantique. Et donc, le particulier aura accès indirectement à Pascal, qui est une des grandes entreprises, on va dire, des technologies de demain très importantes. On parle beaucoup d'IA, mais le quantique est d'autant aussi important que... Je me mets de l'autre côté. Je suis un des fondateurs de Pascal ou je suis une patronne de TI en région. Quel est l'intérêt pour moi d'être investi par ce fonds de la BPI? Alors, je pense que de toute façon, BPI investit et le fonds BPI France Défense, ouvert à tous les particuliers, vient co-investir avec déjà les fonds propres de BPI. Donc, c'est un espèce d'abonnement qu'on va faire. Donc, c'est recevoir un peu plus d'argent et 2, je pense que c'est important, être connu aussi du grand public. Il y a une dimension marketing, visibilité. Plutôt de rayonnement, d'être compris du grand public et donc du coup que le grand public puisse mieux comprendre les enjeux de demain. Et je pense que donner la possibilité de les exposer, d'écouter ces histoires, c'est intéressant d'une façon très concrète de leur dire, voilà, vous avez un petit bout de telle entreprise qui peut-être fera le monde de demain. Est-ce que ça va permettre de rendre beaucoup plus tangible ce que c'est le private equity, le non-coté et comment nous, en tant qu'investisseurs particuliers, on peut participer de manière très concrète au financement des entreprises sur les territoires petites et grosses? Nous, c'est clairement notre ambition stratégique. C'est un peu l'ambition long terme peut-être de cette... C'est vraiment notre ambition. On a commencé l'activité en 2020, donc c'est le 5e fonds qu'on lance à destination des particuliers. Auprès de 25 000 particuliers comme toi qui ont mis des tickets. Au début, c'était 5 000 et on a divisé le ticket par 10. On est à des tickets minimum de 500 euros. Et notre enjeu stratégique, on s'est posé la question de dire pourquoi le capital investissement, qui est une belle classe d'actifs, avec certaines caractéristiques intéressantes dans la gestion patrimoniale, n'est réservé, il y a 5 ans, on va dire, aux institutionnels et aux clients très fortunés. Le ticket, plutôt 100 000 euros que 500 100 000 euros pour être un client averti. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est très louable de rendre la classe d'actifs avec un intérêt aussi, de flécher une partie de l'épargne des Français. La France est un grand pays d'épargne. On tourne à peu près à 6 500 millions d'épargne, avec un taux d'épargne de 19% des revenus disponibles. Donc, pourquoi le private equity, finalement, ou le capital investissement français, c'est un outil fantastique pour pouvoir flécher une partie de cette épargne vers nos gros enjeux sociétaux de demain, comme la défense, comme la transition écologique, comme l'industrialisation. Voilà, donc c'est un outil fantastique qui est au début de l'histoire de commencer, on va dire, à mettre cette classe d'actifs à disposition de la plupart des particuliers qui puissent allouer une partie de leur épargne. Du point de vue éthique et du point de vue politique, comment on fait pour réconcilier le rôle de chacun et de chacune comme citoyen et cette envie de devenir investisseur? Clairement, comme je disais au début, chacun investit, c'est un choix libre, en connaissance de cause. C'est pas un emprunt forcé. Non, c'est pas un emprunt forcé, c'est pas un fléchage dans le livret, c'est vraiment un acte délibéré qu'on fait pour dire oui, je veux investir dans BPI France Défense et je sais que le fonds investit dans la défense. Donc je pense que
comme tout investissement, il faut prendre le temps de digérer la politique d'investissement, en quoi on va mettre son argent sur une période, sur un horizon très long. Donc, c'est important quand même, on parle de 10 ans. Donc, on ne met pas son argent, son épargne de précaution dans ce type de solution. C'est vraiment un argent long terme qu'il faut allouer. Donc ça, premièrement. Et ensuite, un investissement dans la défense n'est pas incompatible de rendement. Un investissement dans la défense n'est pas incompatible, comme toute autre allocation, diversifier, mais ça permet d'accéder à tout un univers d'investissement qui n'était pas accessible par ailleurs. Par Tu exemple, penses à quoi? du S&P 500, 35% du S&P 500, c'est les 7 magnifiques. Vous imaginez la concentration qu'on a dans certaines valeurs technologiques. Là, quand on parle de BPI France Défense non cotée, on parle d'un univers de 4500 sociétés PME. C'est impossible d'investir dans cet univers-là via un ETF ou via un fonds coté. Donc, au-delà de la thématique, c'est de dire aux investisseurs, aux particuliers, complétez votre univers d'investissement. Donc, c'est quelque part une vraie diversification avec des valeurs qui ne sont pas accessibles autrement. J'allais te dire justement, comment tu fais pour t'adresser aux investisseurs particuliers en disant mettez l'argent plutôt dans ce fonds plutôt que dans un ETF Nasdaq qui fait plus de 20%. Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, la casquette Qui a fait plus de 20% parce qu'on ne sait pas. Voilà, après, on sait très bien, il faut regarder la volatilité, ratio de Sharpe, tout dépend aussi du risque qu'on veut prendre. Moi, je pense qu'il y a un grand débat, et un débat qui est très sain. Il faut qu'on commence à allouer plus de l'argent en Europe et en France. C'est-à-dire, on a un tissu industriel qui est performant. C'est toute une question de sélection. Et là, nous, on est là pour faire cette sélection exposée à des valeurs qui ont la perspective de croissance. Mais il y a un vrai débat de dire pourquoi on a tellement de centaines de milliards qui partent aujourd'hui vers des ETF du S&P 500 ou du Nasdaq. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on l'a fait pendant peut-être trop longtemps dans des quantités trop importantes. Et donc, votre argent a aussi un levier on va dire presque militant, de dire où est-ce que je veux allouer mon argent? Est-ce que je veux créer de l'emploi localement? Est-ce que je veux développer le tissu industriel local? On sait bien que ce qui est magnifique à le private equity, les chiffres de création d'emplois qui sont publiés par Invest Europe sont les doubles. C'est-à-dire que si les créations d'emplois en Europe de 2%, le private equity crée le double d'emplois. Les entreprises qui sont financées par des fonds de private equity créent le double d'emplois. Donc, c'est vertueux. Comment ça t'explique ça? Parce que quand un fonds de private equity intervient dans une entreprise, souvent, c'est des prises de participation majoritaires avec des plans de développement importants. C'est des plans qui s'inscrivent sur des plans stratégiques plutôt longs, 5 ans ou plus. La période de détention d'un fonds de private equity, c'est l'ordre de 7-8 ans. On s'inscrit dans la durée. Et on s'inscrit dans un plan de développement. Donc, qui dit développement, dit croissance, dit recrutement en général. Donc, au fait, si on veut avoir, pour revenir à la question des ETF du Nasdaq, si on veut avoir un impact avec son argent, private equity est quand même un outil assez formidable qui peut drainer l'argent avec des impacts positifs et sur la création d'emplois et sur la réindustrialisation. Tu nous dis finalement le private equity pour lequel on a beaucoup de mal à utiliser un terme français qui est le non-coté. Ça peut être une vraie manière d'être un investisseur européen et français. C'est une vraie façon pour avoir pu s'exposer via le capital investissement à d'autres géographies. Ouais. Mais en tout cas, les gérants que nous sommes et nos confrères français exposent beaucoup à la France et à l'Europe. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une logique aussi des marchés européens. Mais c'est une belle façon de s'exposer à l'économie, au tissu des PME, ETI locales, ou régionales ou européennes. Un petit mot quand même des entreprises que vous sélectionnez dans ce fonds. Donc, tu nous as expliqué comment vous vous organisez à l'intérieur de BPI France entre les équipes petite capi, moyenne capi, large cap. Est-ce qu'il y a des critères de technologie, d'emploi qui sont valables dans toutes les participations? Alors, pour faire schématique, le fonds, c'est un fonds ouvert qui a un peu de liquidité, on reviendra tout à l'heure. 20% de liquidité pour assurer... Dis-nous maintenant. Voilà, le fonds, c'est un fonds ouvert. C'est le premier fonds ouvert qu'on lance. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, le marché du capital investissement en France est en train de se tourner vers des structures evergreen, des structures ouvertes qui permettent... Des fonds dans lesquels on peut toujours remettre de l'argent. Voilà, un fonds fermé, c'est un fonds qui aura une période de souscription d'1 an. Et, par exemple, une fois qu'il est ferme, on ne peut plus rentrer, on ne peut plus sortir. Un fonds ouvert, c'est plus flexible. Donc, il permet de rentrer et de sortir pendant une durée beaucoup plus longue
en contrepartie de moins de rendement puisqu'on doit charger le fonds de 20% de liquidité. C'est notre cas. Je mets de côté la poche de liquidité. Donc, le fonds, on peut le diviser en deux poches. Une poche d'investissement gérée par BPI France. Je vais parler des équipes, des co-investissements à des équipes petite capitalisation, moyenne et plus large, pour le faire en français. Et puis, une souscription à un fonds innovation défense qu'on a lancé en 2021. Très intéressant aussi, sur cette poche d'actifs gérés par BPI France, le fonds va co-investir avec Definvest. Definvest, c'est un fonds qu'on a lancé avec la Direction Générale de l'Armement en 2018. Definvest, DEF comme défense et invest. Invest. Donc ça, c'est un fonds qui est dédié à la Direction Générale de l'Armement pour investir dans les boîtes de la BITD qui sont critiques, stratégiques. C'est-à-dire, Quoi? il y a à peu près 800 sociétés de la BITD. Si jamais il y a un problème avec ces sociétés-là, ça pourrait poser une question pour un système d'armement, Rafale ou autre, une question Dans la supply chain, entreprise Exactement. critique, il ne faut pas qu'elle se fasse racheter, il ne faut pas qu'elle fasse faillite, il ne faut pas qu'il y ait un problème de transmission générationnelle. Elles ont une technologie et un savoir-faire qui est indispensable pour un de nos systèmes d'armement. Ok. Donc, on a lancé ce fonds avec, pour le compte de la Direction Générale de l'Armement. Et au fait, le fonds, les Français, via le fonds BPI France Défense, vont faire du co-invest avec Definvest également. Donc ça, c'est toute la partie qui est directe. C'est cette partie directe, ça, c'est simple. Est-ce que la société qu'on cible, elle est BITD ou pas? Si elle n'est pas BITD, elle ne rentre pas dedans. Ok, c'est un vrai critère. C'est un vrai critère. Et ça, on demande à la DGR. On a un accord cadre qu'on a développé depuis des années avec la Direction Générale de l'Armement. Et la seule autorité compétente en France pour dire si une société appartient à la BITD, c'est la DGR. Donc, on dit, est-ce que c'est BITD, oui ou non? Si oui, alors on fait notre due deal. Il y a toujours une thèse d'investissement de retour financier. Et puis, si le comité d'investissement décide d'investir, d'abord en fonds propres. Parce que c'est un investissement 1 pour 1 pari passu, donc on met skin in the game, c'est-à-dire qu'on ne va pas investir à l'argent des particuliers si BPI ne met pas son propre argent en fonds propres, eh bien on y va. Ça, c'est la partie, on va dire, qui donne accès à l'exposition de défense au sens BITD française. Compris. Après, on a une deuxième partie de diversification. C'est la partie qu'on fait avec nos fonds partenaires, ce qu'on appelle la poche fonds de fonds. Ok. Cette poche fonds de fonds, on a une petite sous-poche pour investir dans quelques fonds, 4-5 fonds spécialisés à la défense. On va leur demander la même chose. Vous déployez la moitié de votre capital dans la BITD. Et après, par contre, on a une autre sous-poche, le fonds généraliste. Donc là, au nom de la diversification, d'investir dans d'autres secteurs, d'investir dans d'autres géographies, on va investir avec d'autres gérants et ça va nous permettre de diversifier et d'aller chercher du rendement également. Donc le tout fait, comme je le disais au début, on aura in fine, au bout de 5 ans, un portefeuille de 500 sociétés de nos côtés. Donc imaginez-vous, avec un investissement de 500 €, on peut se retrouver déjà avec des petits tickets dans 500 sociétés d'un côté. L'investissement en non-coté, ça rappelle l'importance de se poser la question de l'horizon de temps. Oui. La projection n'est pas le forte des Français. On est d'ailleurs à très court terme coincé dans un débat où on préfère prolonger la retraite de 3 mois de certaines personnes plutôt que de penser le moyen et long terme de notre pays en investissant dans notre industrie ou en tout cas dans notre souveraineté. Qu'est-ce que tu peux faire passer comme message d'éducation financière autour de l'horizon et de dire que voilà, l'investissement, ça peut être le long terme, y compris quand on parle à quelqu'un qui va mettre que 500 ou 1000 ou 1500 €. Je dirais 3 choses. La première, si on revient au fondamental, aux entreprises dans lesquelles on va mettre de l'argent. La période de détention, comme je disais, est entre 7 et 8 ans. C'est-à-dire que nous, quand on met l'argent, on reste 7-8 ans. C'est long. Ensuite, C'est long et c'est court. c'est long et c'est Sur un court. processus industriel, c'est très long. Il n'y a pas fallu 7 ans pour inventer le Concorde, par exemple. Enfin, Exactement. cliché, mais c'est vrai. Mais c'est long et c'est court, mais on va dire, dans un horizon d'investissement, c'est plutôt on est dans le temps long. Oui. Deuxièmement, nous, le fonds, c'est une période de détention recommandée de 10 ans. C'est-à-dire que au bout de la 6e année, au bout de cette période de blocage de 5 ans, à compter de la date de constitution du fonds, vous pourrez sortir. Mais ça ne vaut pas trop la peine. Ça ne vaut pas trop la peine de rester juste 5 ans. Pourquoi? Parce que la thèse d'investissement, le fonds est structuré pour faire une thèse d'investissement sur 10 ans. Et le dernier élément, c'est ce que je disais, si on revient un peu au patrimoine, à l'épargne, on ne peut pas louer, on ne peut pas dire « Ah, j'ai un peu d'argent, je ne sais pas où, dans de l'épargne de précaution, je vais la louer à BPI France Défense. » Non, c'est l'épargne de précaution est quelque chose qui est là pour les coups durs de la vie, pour si jamais la voiture elle tombe en panne ou la vaisselle ne marche pas. Oui. On n'investit pas de l'argent dans BPI France Défense de la même façon, de la même sorte qu'on met de l'épargne de précaution. Ce n'est pas de l'argent de précaution. Donc c'est pour financer plutôt des projets long terme comme la retraite. Est-ce que tu dirais que la marque BPI France inspire confiance aux investisseurs français? Est-ce que c'est une marque?
C'est une marque, j'espère qu'elle inspire confiance. Nous, on est la banque des entrepreneurs. BPI France Investissement gère plus de 60 milliards de non-cotés. Ça fait de nous une des principales sociétés de non-cotés en France. Peu de gens savent qu'il y a 300 professionnels de l'investissement, du capital investissement au private equity. Donc, on est l'acteur qui voit passer le plus de deals, de dossiers en France, en Europe. C'est pas moi qui le dis, c'est PitchBook, c'est tous les précaires, c'est tous les fournisseurs de données spécialisés qui disent effectivement, on voit passer énormément de dossiers, ce qui nous permet d'avoir une sélectivité, d'avoir du critère d'investissement et une expérience énorme. Une expérience énorme dans le secteur de la défense. Ça ne s'improvise pas devenir investisseur dans la défense. On a cet accord cadre à la DGA. On a chez nous des gens détachés de la DGA pour déployer notamment dans le côté start-up. Et on a fait un petit backtesting avant de structurer le fonds. On a déjà investi plus de 420 millions dans la défense, au sens BTD. On a investi dans 70 entreprises en direct. Donc, on ne s'improvise pas. Investissant dans la défense, c'est un secteur particulier avec ses caractéristiques et ses particularités. Au-delà de la recherche de financement, on imagine que pour les PME et les ETI concernés, il n'y a pas qu'un sujet donc, de financement, il y a un sujet de transmission pour beaucoup de ces entreprises, parce qu'il y a un sujet générationnel, de passer l'entreprise d'une génération à l'autre. Il y a le besoin de protéger notre base industrielle, de la prolonger, mais aussi de la faire grandir. Est-ce que, au-delà de cette initiative du fonds défense, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui on en fait assez? Est-ce qu'il y a une assez forte prise de conscience que pour que notre base industrielle continue d'exister, il va falloir plus que donner un peu d'argent et un petit peu un changement de mentalité pour remettre l'outil industriel et les entrepreneurs et les entrepreneuses un peu au milieu du débat, quoi. Je pense qu'une très bonne initiative qui peut donner des vocations à d'autres. On est très content, on n'est pas le seul fonds de défense et c'est très bien que d'autres confrères sortent des solutions et qui... Tu as une idée du volume global qu'on arrive à mobiliser là pour aiguiller vers l'entreprise? J'ai pas une idée, j'ai une idée du volume global qu'on doit mobiliser. Vas-y, dis-nous le chiffre. On a publié le 8 octobre aux armes les dirigeants, une étude du lab de BPI France. On a mobilisé d'ici 2030 15 milliards. Donc 10 milliards en financement et 5 milliards en fonds propres. Nous, on est une des contributions à ces 5 milliards en fonds propres. D'ailleurs, le fonds devrait avoir une taille initiale minimum de 300 millions. Donc, c'est-à-dire qu'on doit collecter auprès des Français minimum 300 millions d'euros, voire 450 millions ou plus. Donc, ça serait une très belle réussite de contribuer à hauteur de 10%, on va dire, à cet effort de financement en fonds propres. Donc, très concrètement, il faut qu'on aille chercher d'ici 2030, collectivement, 5 milliards pour les injecter dans toutes ces entreprises qui vont participer, on va dire, à la réindustrialisation du secteur de la défense. Bon, tu nous as donné une idée de la taille de l'encours. On a parlé d'un ticket à partir de 500 €. On a parlé d'à peu près 500 entreprises jusqu'à 4500 entreprises concernées. C'est un peu ça le scope. Sans être tout à fait financière pour finir. Le taux de rentabilité, est-ce qu'on peut attendre, ce qu'on peut espérer de ce fonds? C'est quoi le chiffre? On a défini un intérêt dans un taux de rendement interne de 5% net. Il faut savoir que c'est ce taux qu'on applique pendant les 10 ans. Donc, c'est ce que c'est haut. C'est plus que l'OAT français. C'est plus que l'OAT. Je répète, c'est un objectif qui n'est pas garanti, mais dans lequel, compte tenu des simulations réalisées, compte tenu de cette nature du fonds ouvert et de la liquidité, on est à l'aise avec ce taux-là. Et période de blocage, on l'a dit, 5 ans. Donc, le fonds a une durée de vie de 20 ans. Une durée de détention recommandée de 10 ans, une période de blocage de 5 ans. Et donc, voilà, on invite les Français qui le souhaitent, pleine conscience, en connaissance de cause, de rejoindre en tant que souscripteur le fonds BPI France Défense. Il faut forcément être français pour être souscripteur? Il faut être résident fiscal français. Aujourd'hui, le fonds, alors ça c'est intéressant, la deuxième nouveauté, on a dit on a fait un fonds ouvert, deuxième nouveauté c'est un fonds LTIF. LTIF est un label européen, European Long Term Investment Fund, qui permet, une fois que le fonds est agréé en France, on va dire de le passeporter, de commercialiser dans les autres pays de l'Union européenne, les autres pays membres de l'Union européenne. Donc on ne s'interdit pas et c'est possible que le fonds demain soit disponible dans d'autres pays. Voilà, exactement. On a parlé de financer la souveraineté, on s'est mis du point de vue de l'investisseur pour comprendre comment ça peut être un bon investissement, en tout cas un investissement en pleine conscience, tu l'as dit. On a fait un peu de définition et un peu d'évangélisation sur le sujet du private equity et j'espère qu'on a participé à notre manière à mettre en lumière aussi notre tissu industriel, petites et grosses entreprises. Merci beaucoup Gorka Gonzalez d'avoir été avec nous. Tu es directeur retail, on peut le dire comme ça, des investissements de BPI France.
et j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos questions. On parle du rôle inédit que peut jouer l'épargne dans le financement de la base industrielle de notre pays. On a vu avec la BPI le rôle que l'État peut jouer dans ce financement. Maintenant, on va se mettre du point de vue des investisseurs institutionnels avec toi, Thomas. Bonjour. Bonjour Lorraine. Thomas Schmirtz, tu es le gérant du fonds Straton. En 2 mots, Straton, qu'est-ce que c'est ? Straton, c'est un fonds d'investissement lancé par la société de gestion Audacia, qui est une société de gestion très active dans le financement des PME et des technologies souveraines, à travers des fonds très spécifiques dans le quantique, le spatial, le nucléaire. Et dans son métier historique, qui est le financement des PME de croissance que je pilote, on a décidé il y a quelques mois de lancer un fonds pour financer cette BITD, cette base industrielle et technologique de défense. Donc c'est vraiment un fonds destiné, c'est un fonds small cap, destiné à financer les petites PME de l'industrie de défense, qui sont en gros le gros des troupes de ce secteur, de cette industrie. Des entreprises françaises de petite taille. On parle de combien de chiffre d'affaires ? C'est des entreprises en gros entre 10 et 30-40 millions de chiffre d'affaires, sachant que le portrait robot de ces entreprises de la BITD, c'est les PME de 6 à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est vraiment dans un registre très small cap, voire very small cap, et qui sont essentiels en fait dans toute la chaîne de valeur. On sait que dans cette BITD, on a nos 9 grands groupes industriels, peut-être à peu près 500 ETI, mais en fait qui ont besoin de cette myriade de petites PME pour fonctionner. Oui, c'est ça, cette myriade, cette nébuleuse d'entreprises dont on ne connaît pas forcément les noms et les incarnations, mais qui participent à toute la chaîne de valeur. Le problème de ces entrepreneurs et de ces entrepreneuses, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils ont comme problématique terrain au-delà du financement ? C'est quoi la réalité de ces entreprises aujourd'hui fin 2025 ? C'est des entreprises qui sont, en tant que sous-traitants pour la plupart de très grands groupes, doivent rentrer sur les cadences sectorielles, donc les tendances de fond. On connaît tous l'accélération du secteur et des investissements, qu'ils soient nationaux ou internationaux, en matière de défense. Et donc le gros enjeu pour ces PME, c'est d'arriver à suivre la montée en puissance, qui est essentielle pour des enjeux de souveraineté dont on pourra reparler, mais qui est vraiment clé. Et donc elles ont besoin pour ça d'être structurées, accompagnées. Une dirigeante d'une fédération d'industrie de défense disait dans un événement qu'on a organisé ensemble, elle disait de façon un peu caricaturale, le problème du chef d'entreprise de ces toutes petites PME de défense, c'est qu'il est à 5h du matin dans son atelier de production, à midi il gère des contrats commerciaux et le soir il fait la compta avec sa femme devant la télé. Et donc c'est quelque chose qui est faisable, bien qu'un peu bancal, à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais quand vous montez en puissance, que vous allez chercher les 20-30 millions d'euros, il est clé de savoir vous structurer, de structurer la fonction financière, de vous entourer, etc. Et ça, c'est vraiment le savoir-faire d'Audacia. Dans son expertise, on a financé plus de 360 PME et on sait accompagner cette croissance. On a contribué à faire émerger plus de 45 ETI. Donc c'est notre cheval de bataille, notre couloir de nage. C'est là-dedans qu'on saura faire de belles choses. Autrement dit, c'est là où le private equity joue son rôle d'aider des entrepreneurs et des entrepreneuses à passer à l'échelle du dessus, à passer au cran du dessus. Parce que sinon, en fait, ça reste des petites PME qui, en fait, peuvent être assez précaires parce qu'à force de tout gérer, on ne gère plus rien. C'est la réalité beaucoup peut-être d'indépendants et d'entrepreneurs qui nous suivent. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la force du private equity, à mon sens, c'est évidemment d'apporter des capitaux, mais ce n'est pas uniquement d'apporter des capitaux, c'est d'apporter une expertise, un écosystème, justement pour aider ces entreprises qui sont sur tous les sujets à prendre des raccourcis, c'est-à-dire des raccourcis en matière de recrutement, en rencontrant les bons interlocuteurs, les bons réseaux, un raccourci commercial, d'introduction. On a déjà historiquement financé les PME de la BITD et donc on voit très bien, on a fait des ouvertures de portes pour certains petits sous-traitants auprès de grands groupes industriels, parce que c'est la force des acteurs du private equity d'accéder à un réseau de grands managers ou de comités de direction de grands groupes. Donc c'est vraiment ça qu'il faut apporter et effectivement aussi une structuration pour se prémunir contre des risques. On pense beaucoup aux risques cyber, ça a été répété lors de la conférence du 20 mars à Bercy, qui a rassemblé tous les investisseurs, où justement un chef d'entreprise disait les PME sont un maillon essentiel mais très fragile dans la chaîne, notamment parce qu'elles peuvent être exposées à des attaques cyber beaucoup plus fortement que des grands groupes qui sont déjà très sécurisés. Donc il y a un enjeu qui est assez clé là-dessus
et que voilà, quand on arrive avec un fonds structuré, un écosystème, des partenariats, on est capable d'apporter une solution un peu clé en main à des entrepreneurs. Il y a un sujet de protéger notre base industrielle, de la garder intacte, on va dire, de faire en sorte que les entreprises ne ferment pas. Il y a aussi l'ambition d'augmenter cette base industrielle. Quel est le moral des chefs d'entreprise que tu croises sur le terrain du nord au sud, de l'est à l'ouest? Comment ça va? Je dirais qu'il est, il est double ce moral parce que tu le dis très bien, il faut à la fois protéger notre BITD et en même temps il faut la pousser et l'accélérer. Alors c'est un point notable, hein, c'est quand même qu'on est le deuxième pays exportateur en matière d'industrie de défense. Derrière. Donc derrière les États-Unis qui sont largement devant, mais on est devant la Chine, devant la Russie, devant d'autres armées, l'Inde. Tu peux nous donner un chiffre? C'est près de les exportations, c'est en 2023 de mémoire, c'était plus de 30 milliards d'euros. Et donc c'est quand même très conséquent, c'est un motif de, on va dire de fierté nationale, mais de se dire qu'on est un petit acteur, enfin on est un petit pays, même si on a une aura diplomatique et une histoire forte, mais de se dire qu'on est quand même les deuxièmes exportateurs en matière d'armement, c'est pas rien. Et donc on Mais voit est-ce que très ça bien. paye les factures et est-ce que ça règle le problème Alors, des entrepreneurs? c'est pour ça que le moral est un peu double, parce que certains chefs d'entreprise, je pense à un en particulier, me disaient que en fait, aujourd'hui, son carnet de commandes, par exemple pour 2026, est plein. C'est Ouais. un petit sous-traitant industriel qui travaille pour un des grands groupes, un des 9 grands groupes. Et il me disait que son carnet de commandes est plein grâce à la commande étrangère, mais que voilà, pour ce qui est de la commande publique, c'est encore un peu long. On connaît tous les problématiques de finances publiques. Donc il y a un engagement très net de la part de l'État et on est convaincu que les choses, enfin voilà, la loi de programmation militaire est très claire là-dessus. La volonté politique est ferme, donc on n'a pas d'inquiétude sur cette montée en puissance. Il y a un peu de temps de décalage et donc voilà, je pense que ces chefs d'entreprise ont besoin de perspectives pour pouvoir se projeter, mener à bien leurs investissements qui sont clés pour un cycle qui s'annonce quand même assez long, à mon avis, de développement dans la défense. Il y a quand même un sujet politique où actuellement on préfère financer 3 mois de retraite de plus pour certains futurs retraités plutôt que d'aller muscler l'outil industriel. Notre conversation elle n'est pas politique, elle est économique. Comment tu... Alors on va préciser quand même, on a parlé avec BPI France tout à l'heure. Toi, tu t'occupes du private equity classique, on va dire. C'est-à-dire que tu es plutôt dans l'univers des investisseurs professionnels et des gros investisseurs. On est sur des tickets d'environ, enfin minimum 100K, 100 000 euros. Comment la thématique défense, que vous traitez depuis longtemps, je comprends, et que là vous traitez en particulier avec le nouveau fonds que vous avez lancé, comment ça s'inscrit dans une stratégie d'investissement? Est-ce que c'est une surcouche thématique ou est-ce que c'est un levier de performance que vous avez clairement identifié et que vous arrivez à, j'ai envie de dire, évangéliser en fait au niveau de la France et puis on le comprend peut-être demain vers un public plus international? Je pense que c'est un investissement essentiel de performance aussi et qui reçoit un très bon écho. Je m'explique, c'est un investissement essentiel. Alors c'est déjà très connu, hein, mais on sait que voilà, il y a une menace extérieure, intérieure, etc. Enfin, quand on parle, on s'est beaucoup rapproché on va dire un peu d'un certain nombre de gradés en France ou d'autorités militaires qui dressent tous le même bilan en disant que l'état des menaces n'a jamais été aussi haut. Donc c'est quelque chose qui est essentiel. C'est essentiel pour la prospérité économique parce que on le sait, la paix est la condition du commerce. Et donc, il faut impérativement se protéger donc l'économie française, protéger la sécurité et la souveraineté française. Mais c'est aussi effectivement un vecteur de performance très forte. Et ça, plus je creuse cette base industrielle de défense, plus j'en suis convaincu. Au tout début de nos travaux, on se disait un peu, bon, il y a un enjeu souverain, donc peut-être faudra-t-il sacrifier un petit peu de performance financière. C'était en mois de mars dernier. On se disait, est-ce qu'on arrivera à faire des investissements aussi performants que dans d'autres secteurs du private equity? Et en fait, aujourd'hui, j'en suis vraiment convaincu. 2 exemples éloquents là-dessus. On regarde le cours de bourse sur les 5 dernières années, par exemple, de Safran, Thales, Dassault. C'est entre x3 et x4. Et on regarde, moi quand je regarde certaines entreprises de la BITD qu'on a financées historiquement et qui sont toujours dans notre portefeuille, typiquement dans des domaines industriels, on est sur des marges d'EBITDA à plus de 20-25%. Si on était chez leurs homologues de l'automobile, on serait à 2% et encore. Donc ça veut dire que, mais ce qui n'a rien d'étonnant, pourquoi? Parce que dans l'industrie de défense, on rentre dans un écosystème d'excellence. Il y a une excellence opérationnelle des armées qui commande une excellence technologique et industrielle. Il faut des accréditations très fortes. Pourquoi? Parce qu'on risque la vie des hommes sur le terrain. Donc on ne peut pas être à 90%
de taux de succès. Il faut un 100%, il faut une excellence. Et donc tout ça, dans cette chaîne de valeur, à la fin, permet une vraie performance financière pour l'investisseur. Et ça, je trouve que c'est pour ça qu'il y a une évangélisation qui se passe plutôt bien aujourd'hui. Effectivement, tu le rappelais, on va investir lever de l'argent auprès d'investisseurs institutionnels, de mutuelles, de caisses de retraite, notamment certaines qui sont dans l'univers des anciens combattants, des mutuelles des armées, et qui voilà, ont une vraie appétence pour ça. Ça leur parle évidemment. Et puis également des family office ou des investisseurs privés pour des tickets un peu significatifs, au-delà de 100 000 euros. Et en fait, on se rend compte que on a un certain nombre d'appels entrants, d'une demande, parce que ces investisseurs sont convaincus que c'est une chose essentielle et bonne d'investir dans la défense, encore une fois pour essayer d'éviter la guerre, mais pour être prêt, et aussi parce qu'il y a une performance, car il y a une excellence, quoi. On entend dans tout ce que tu dis en sous-jacent une sorte de tension entre le court terme, l'urgence, et puis on imagine le temps long des budgets militaires, le temps long de la réalité industrielle. Comment on arrive à aligner les agendas ? Il y a une urgence court terme parce que tout le monde s'est réveillé en fait quand même beaucoup depuis l'élection de Donald Trump. Le discours de J.D. Vance à Munich qui disait globalement européen. L'Europe, vous êtes largué. Gérez vous-même votre défense. Les États-Unis ne seront pas toujours là, on a d'autres chats à fouetter ailleurs dans le monde. Et donc il y a eu d'un seul coup un branle-bas de combat, une mobilisation générale pour se mettre au niveau. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en quelques mois. Ouais. Et on s'inscrit nécessairement dans un temps long. Ça, plusieurs experts, je pense à une conférence chez France Invest du général de Villiers, qui leur disait très bien en disant « Vous avez de quoi investir dans la défense pour un cycle de 10 ans ». Avant que ça ne se tasse, et encore il y a peu de chances que ça se tasse. Pourquoi ? Parce que en fait, quand on regarde la courbe des 80 dernières années de la baisse des dépenses dans le PIB français, c'est une baisse très nette, et donc pour reconstituer des capacités, il faut un temps long, il faut produire. Quand tu dis 80 ans, pardon, je recontextualise, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est les années 60, il y a eu encore un peu il y a eu les guerres coloniales après la Seconde Guerre mondiale, mais depuis les années 60, en dépit de la guerre froide, il y avait quand même une nette baisse des budgets, et puis qui s'est vraiment accéléré dans les fin des années 80 et début des années 90. Et donc, il y a une forme sous-capacité, en fait, aujourd'hui, de notre arsenal. Mais quoi, 6 semaines à fabriquer un canon César, quoi. Oui, je n'ai pas la durée exacte, mais c'est des programmes longs, et puis surtout que les enjeux, c'est de se dire, puisqu'il faut accélérer fort, il faut pouvoir muscler toute la chaîne derrière, tous ces petites sous-traitants, se dire est-ce qu'il y aura, quels vont être les grains de sable qui vont gripper le système. Et donc c'est long de mettre en place un arsenal militaire. Certes, on voit qu'en Ukraine, ils ont, alors par exemple, dans la production de drones, c'est très éloquent, hein, ils ont 1 million, une capacité peut-être même de produire 4 millions de drones par an. Il y en a 1,8 million aujourd'hui engagés sur le champ de bataille. En France, l'armée française dispose, à ma connaissance, de quelques milliers de drones. Donc, j'ai pas de doute sur le fait que si on était dans une situation de conflit, on serait capable d'accélérer très fortement, de basculer en économie de guerre. Mais on voit quand même qu'il y a une nécessaire reconstitution des stocks. Et encore une fois, c'est ce que disent les généraux. Hein, il faut, pour éventuellement s'engager dans un conflit, il faut une capacité à durer, il faut une épaisseur. Et donc c'est pour ça que nous, on pense qu'il y a largement, peut-être au moins 2 cycles d'investissement à faire. Et encore une fois, alors là, on touche peut-être plus à une question presque anthropologique et civilisationnelle, mais je pense qu'on s'est peut-être un peu bercé d'illusions pendant un temps, justement dans les années 80-90, de se dire c'est la fin des conflits, on connaît ces thèses de Fukuyama, la fin de l'histoire, etc. Mais qu'en fait, finalement, il reste un choc des civilisations. En tout cas, on ne peut pas dire qu'on en est débarrassé, on n'a aucune assurance là-dessus. Et donc, malheureusement, il faudra toujours sans doute avoir des capacités de défense, encore une fois, pour dissuader les conflits, quoi. Quel est le lien entre l'innovation qu'il y a dans des PME françaises aujourd'hui en 2025 et le grand public dans les usages qu'on pourrait avoir d'ici 2030? Est-ce qu'il y a des technologies que tu observes au plus près, toi et l'équipe, et puis voilà, sur le terrain, quand tu pars avec tes concurrents, ou enfin, si tu veux être un peu porte-parole de ton secteur du private equity, qu'est-ce que tu anticipes comme techno ou comme usage qui aujourd'hui sont en train d'être inventés, développés dans le tissu industriel français, qui pourraient demain nous concerner tous?
Ah, quelques exemples en tête comme ça d'entrepreneurs que je rencontre et de sociétés auxquelles on réfléchit, enfin, sur lesquelles on travaille pour d'éventuels investissements. C'est bon, par exemple dans le domaine des drones, alors ça c'est très évident, mais c'est vrai que les drones ont plutôt commencé dans le secteur civil, loisirs La photo. et la photo exactement, ou des drones de surveillance simplement sur des enjeux de sécurité civile ou de surveillance de chantier, de choses comme ça. Et on voit très bien les applicatifs militaires. Je pense, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que 90% de ces sociétés de la BITD sont des entreprises duales. Elles ont un pied dans le civil, un pied dans le militaire. Généralement, elles viennent plutôt du monde civil et elles basculent dans le militaire. Je pense à une autre, à une société qu'on connaît bien, championne des radiofréquences, qui à l'origine propose un logiciel pour les radios, pour savoir sur quelle fréquence émettre, pour les opérateurs télécoms, savoir où installer son antenne 5G, etc. Très clairement, ils ont alors déjà de longue date, mais ils sont en train de déployer fortement un logiciel de guerre électronique pour le brouillage, la sécurisation des communications sur un théâtre d'opération, la lutte anti-drone, etc. Et donc, il y a on voit aussi beaucoup d'autres technologies qui, effectivement, partant d'un domaine civil, ont des débouchés dans le monde militaire. On le voit dans l'IA, dans la cybersécurité, avec son volet vraiment de cyberdéfense. Donc c'est pour ça qu'on est très attentif. Et alors chez Audacia, on a cette culture assez forte à la fois de la deep tech, des technologies de rupture, qu'on a des champs qu'on a poussés souvent très en avance de phase dans l'industrie quantique, dans le spatial, dans le nucléaire de 4e génération, pour pousser des entrepreneurs talentueux, parce qu'on a des ingénieurs très compétents en France, et les pousser parce que on est convaincu aussi qu'on pourra gagner ou dissuader encore une fois un conflit, mais gagner un conflit, certes par l'épaisseur, par des capacités, des stocks, etc., mais aussi par une technologie plus maligne, une technologie plus efficace. Et donc, il y a un enjeu d'innovation qui est très fort. La meilleure techno pour être le plus efficace. Techno, voilà, exactement, qui permet parfois c'est la qualité au détriment de la quantité, parce qu'elle permet de prendre des raccourcis. Et ça, c'est pour ça que chez Audacia, cet ADN de souveraineté, il est très fort et on le pousse. Et on commence à faire émerger, on a été par exemple dans l'univers quantique, le premier investisseur chez Pascal, cette société, ce champion français des ordinateurs quantiques. Et donc voilà, c'est des choses qu'on développe beaucoup. On a parlé de Pascal déjà avec la BPI tout à l'heure, il va falloir qu'on prévoie une interview avec eux dans Money Time. Tu as cité le talon d'Achille de la cybersécurité. Oui. Moi, j'ai échangé avec plusieurs patrons de PME, on va dire, pour préparer cette interview, probablement dans ton escarcelle ou en tout cas dans ton univers. L'autre talon d'Achille que j'ai vu, c'est le sujet de la transmission. Ouais. Il y a beaucoup de... Pardon, je mets les pieds dans le plat. Il y a beaucoup de vieux patrons. Ouais. Le sujet de la transmission est un vrai sujet. On pourrait faire un long détour par les enjeux du pacte Dutreil qui vient aussi mettre un peu moins de visibilité encore dans les sujets de transmission. Et on ne parle pas d'entreprises non plus de milliards et d'entreprises pas non plus ultra solides. Je vais même utiliser l'expression d'un des industriels avec qui j'ai échangé. Il me disait, il y a beaucoup de patrons, on a intérêt à ce qu'ils ne s'enrhument pas. Parce que sinon, c'est toute la boîte qui part au tas. Et voilà, avec des mots un peu, pas très formels, comment tu réagis à ça, ce sujet de transmission de patrons un peu âgés, ou en tout cas qui ont besoin de passer la barre, passer la barre. Et comment, toi, en tant que financeur, parce qu'au final, c'est ce que tu adresses ce sujet? Tu as raison, c'est un point clé. C'est pour ça que je disais au début que dans le développement des capacités, la croissance qu'on attend très forte sur ce secteur, il y a un enjeu pour ces patrons justement d'être capables de structurer, de recruter un état-major intermédiaire, parce que seuls, souvent, ils n'y arriveront pas. Et tu pointes un vrai sujet qui est effectivement celui du départ à la retraite. On a un certain nombre de patrons de cette BITD qui sont à un âge légitime où on peut prendre un repos bien mérité. Donc nous, la façon dont on considère les choses, alors la spécificité de Straton chez nous, chez Audacia, c'est que c'est un fonds qui investit en minoritaire, parce que c'est notre savoir-faire. On n'est pas un fonds de pure transmission, de LBO, comme d'autres confrères de la place, qui sont plutôt d'ailleurs sur des segments mid-cap. Nous, notre conviction, c'est que pour répondre à cela, c'est qu'on va très certainement encourager des opérations de consolidation. L'idée étant de se dire, on prend un entrepreneur dans lequel on a confiance, typiquement un sous-traitant industriel qui fait de la métallurgie de pointe ou de la mécanique de précision, de l'optronique ou autre, et de se dire, on part sur cette société dont on fait une tête de pont pour consolider un secteur
en agrégeant 2-3 autres sous-traitants et voilà, permettre de constituer un petit groupe en partant de 10 millions de chiffre d'affaires de base à 40, 50 et de les porter au seuil des ETI. Et ça, on pense que ça peut résoudre en partie ce sujet-là. Parce qu'encore une fois, on a besoin d'entrepreneurs qui connaissent bien leur secteur, qui sont talentueux. Et après, ce qu'on pressent, c'est que comme on est au début d'une vague de croissance, il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui seront plutôt vendeurs dans 4-5 ans en disant je pourrais matérialiser un peu plus de performance voilà, s'ils n'ont pas déjà 75 ans. En se disant, voilà, il faut mieux partir après un cycle de beau développement. Et là, on est dans un cycle. Et là, on est au début d'un cycle. C'est facile. Enfin, la loi de programmation militaire est très nette, hein, celle qui se terminait en 2023 et celle qui a commencé en 2024. On est vraiment sur une augmentation très forte et puis on le sent, enfin, ça frémit de toutes parts. Donc, on accélère sur un cycle, à mon sens, de 10 ans. Thomas, on a beaucoup parlé de France, d'entreprises françaises. Est-ce qu'il y a une ou deux régions que tu as particulièrement en tête avec beaucoup d'innovation ou des terreaux d'entrepreneurs particulièrement intéressants? Oui, alors quand on rentre dans le détail, effectivement, on se rend compte qu'il y a des spécificités régionales. Signe qu'il y a un savoir-faire, on connaît ça dans plein d'autres secteurs, hein, mais un savoir-faire qui est spécifique, qui s'est vraiment transmis, j'allais dire presque d'homme à homme, et qu'il ne faut pas perdre. Alors tout ça est repris, parfois se recoupe avec des pôles de compétitivité. Typiquement, je pense à Aerospace Valley à Toulouse sur l'aéronautique. Il y a un autre pôle en Normandie qui est aussi très efficace dans l'aéronautique. Sur la façade atlantique, on a plutôt un pôle marine. Ouais. Qui est assez fort, notamment toute la région du Finistère, également dans le sud, dans le Var, avec la proximité de Toulon. Donc en fait, il y a plein de petits écosystèmes régionaux qui ont une vraie densité. Et donc c'est vraiment, nous, ça fait partie de notre, de notre activité, c'est de quadriller tout ça, de pouvoir nous faire une conviction et aller voir les bons interlocuteurs. Pour finir, Thomas, on a beaucoup parlé de France. Si on remonte le débat au niveau de l'Europe, comment on fait pour ne pas être enfermé dans nos frontières? Parce que l'argent n'a pas de frontières. L'argent n'a pas de frontières. Enfin, ouais, en tout cas, en Europe, il en a moins. Moi, je pense, alors, on est obligé de choisir un couloir de nage. C'est-à-dire que nous, voilà, on est un fonds de small cap. On se dit déjà avec la BITD française, il y a pas mal à faire. En se disant on ne va pas s'éparpiller sur l'Europe, mais on sait qu'on reste très ouvert à l'Europe justement par rapport à la commande européenne. Et après, on le voit également par rapport à la capacité de nos PME à développer des filiales dans d'autres pays. Je pense à cette société qui sera sans doute le premier deal de notre fonds Straton, qui a déjà créé une filiale à Washington aux États-Unis, qui en a à d'autres endroits au Moyen-Orient, en Australie, etc. Et pourtant, c'est des petites sociétés françaises, mais qui a déjà un vrai réseau, une vraie implantation. Et donc, nous, c'est ce qu'on veut pousser. On pourra pousser aussi la croissance externe à travers ça. Mais effectivement, on peut se dire qu'il faut, évidemment voir plus large que les simples frontières françaises. Mais il y a une vraie clé à jouer. Et après, c'est aussi le travail qui est fait au niveau de l'Europe pour privilégier aussi une industrie de défense européenne, encourager les achats de la part d'autres pays, les achats intra-européens, tout le programme EDIP, etc. C'est vraiment clé pour nous. Et on pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus. Thomas Schmirtz de Straton, dernière question, l'investissement, toi tu accompagnes des clients institutionnels, des clients fortunés historiquement. Quel conseil tu peux donner en tant que financeur B2B aux investisseurs particuliers qui nous regardent et qui nous écoutent? Moi, je leur conseille vraiment de regarder ce secteur de la défense. Pourquoi? Parce que c'est un investissement responsable, souverain et un investissement performant financièrement, j'en suis convaincu. Et donc, je pense que l'investisseur a toujours besoin de se dire, globalement, est-ce que je vais gagner de l'argent? Est-ce que je vais performer? On investit pour ça. Mais aussi, est-ce que les capitaux que je place vont être utiles à la société, utiles à la nation? Et là, ils peuvent en être convaincus. Et c'est essentiel, nous, c'est ce qu'on essaye d'incarner avec Straton, c'est de tenir évidemment cette performance financière et cette utilité fondamentale de nos capitaux, cette utilité pour la souveraineté française, et qu'on double d'ailleurs, qui est une forme aussi, on a
on a vraiment voulu en faire un fonds à impact, alors pas au sens écologique du terme, quoique tous les investissements industriels qui sont faits dans de nouvelles machines auront cette vertu quand même de décarbonation ou d'amélioration et de la performance énergétique, mais fondamentalement un investissement responsable. Pourquoi ? Parce qu'on a choisi, on a signé un partenariat avec le Bleuet de France, donc cette association qui vient en aide, association centenaire qui vient en aide aux blessés de guerre et maintenant du terrorisme, pour manifester en partageant une partie de notre carry interest, de la commission de surperformance, au profit de ces hommes qui ont payé de leur intégrité physique le service et la protection du pays. Et on est convaincu que c'est essentiel d'avoir ce soutien moral. Encore une fois, l'état-major le redit, il faut être préparé, mais aussi il faut un réarmement moral, une volonté de vaincre. Et donc, Audacia entend, à travers ce partenariat, ce soutien du Bleuet, aider en parallèle de la base industrielle, la base humaine de défense, si je puis dire, qui est la plus importante. Défense, armement au sens financier, moral, humain aussi du terme. Et puis souveraineté, on a essayé de réfléchir à comment notre argent peut être un outil de souveraineté, que ce soit à travers des petits tickets ou des plus gros tickets. Merci beaucoup pour cet exercice de vulgarisation, Thomas, comment on arrive à concilier notre rôle d'investisseur et d'épargnant et aussi de citoyen au service de cette souveraineté avec un grand S. Merci beaucoup Thomas Schmerz de Stratton. Merci Lorraine. On a fait le tour de ce que ça voulait dire d'investir dans la défense du point de vue de l'investisseur particulier, de l'épargnant, mais aussi du citoyen au masculin, au féminin. Sens, rendement, patience, liquidité. Maintenant, c'est à vous de faire vos choix en pleine conscience. C'était Money Time. Un grand merci à Comet Meetings qui nous accueillait ici à Levallois. Merci à tous nos invités, leur partage d'expertise. J'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos questions. Le débat continue sur LinkedIn, sur Insta, sur YouTube. Vous nous écrivez, vous likez, vous partagez. C'est comme ça qu'on peut continuer. Un grand merci à notre équipe de Paris à Bali, en passant par Londres et Lyon. Je vous dis à la semaine prochaine. Everything I touch turns to gold. How about